L'anatomopathologie consiste en l'analyse des cellules ou des tissus issus du corps humain pour porter des diagnostics précis de cancer ou de maladies inflammatoires ou de lésions traumatiques. Elle est concurrencée par la biologie moléculaire, reposant sur l'analyse de l'ADN des tumeurs. Ces techniques sont de plus en plus performantes avec des rendus de résultats de plus en plus rapides mais sont très chères. Elles permettent un traitement personnalisé des cancers et d'identifier des anomalies spécifiques de tumeurs ou de maladies rares. Ainsi, l'analyse anatomopathologique traditionnelle semble vouée à disparaître. Cependant, l'anapath analyse systématiquement tout, notamment les échantillons de splénectomie de patients atteints de purpura thrombopénique immunologique (PTI) qui ont une rate de taille normale et pas de cancer. Ces patients ont par définition une thrombopénie isolée, avec un risque hémorragique pouvant mettre en jeu leur vie. Les plaquettes sont détruites par des auto-anticorps qu'ils produisent, notamment dans la rate, et c'est aussi dans la rate que se fait la destruction excessive des plaquettes. Ces patients vont être guéris par cette opération et certains non. Ainsi, aucun facteur anatomopathologique prédictif de succès ou d'échec de la splénectomie n'a été identifié à ce jour. D'ailleurs, aucune description anatomopathologique exhaustive de ces rates n'a été faite. Mon travail de thèse a consisté à analyser, en technique anatomopathologique traditionnelle, des échantillons de rates de 41 patients atteints de PTI, en coloration standard pour une analyse descriptive morphologique et par technique immunohistochimique ciblant des sous-populations immunitaires, en particulier les lymphocytes T régulateurs, les lymphocytes T helper folliculaires, les plasmocytes ou les cellules de la zone marginale pour une description phénotypique. Ces échantillons de rates ont été comparés à une cohorte de patients témoins ayant bénéficié d'une splénectomie pour traumatisme. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ma thèse intitulée « Évaluer la dose de glucocorticoïdes pour traiter la néphrite lupique ». Le lupus érythémateux systémique est une maladie chronique auto-immune dont l'atteinte rénale est l'une des plus sévères et se caractérise entre autres par une augmentation de la signature interféron dans le sang, son niveau étant étroitement lié au niveau d'auto-anticorps et d'activité de la maladie. Les corticoïdes restent à ce jour une pierre angulaire dans la prise en charge du lupus au quotidien, du fait de sa corticosensibilité sous-tendue par deux mécanismes cellulaires distincts. La voie génomique, en cas de corticothérapie orale à dose réduite, est un processus lent entraînant l'interaction avec l'ADN via le récepteur cytosolique conduisant soit à la transactivation des gènes liés aux effets indésirables ou à la transrépression et éteignant ainsi les gènes inflammatoires. La voie non génomique, sollicitée à des doses élevées par voie intraveineuse, est quant à elle dépendante du récepteur glucocorticoïde mais indépendante de la transcription et fournit rapidement des effets immunosuppresseurs, anti-inflammatoires et normalise la signature interféron. L'utilisation de corticoïdes entraîne de nombreux effets secondaires, principalement de manière temps et dose dépendante, rendant évident la mise en place de nouveaux protocoles thérapeutiques visant à réduire l'imprégnation cortisonique. Notre étude proposait de comparer l'évolution clinique des patients atteints de néphrite lupique de classe 3 à 5 traités à l'hôpital universitaire Cruces de Bilbao et à celui de Bordeaux. Le protocole de Bilbao combine des bolus systématiques de méthylprednisolone, notamment à chaque bolus bimensuel de cyclophosphamide, et à la prise de prednisone inférieure à 30 mg par jour, avec une décroissance rapide jusqu'à une dose réduite d'entretien. Bordeaux a suivi les lignes directrices internationales combinant une dose élevée de prednisone à un immunosuppresseur suivi d'un traitement d'entretien avec une faible dose de corticoïdes. Les critères de jugement principaux étaient la rémission rénale complète et la toxicité des corticoïdes. 44 patients de Bordeaux et 29 de Bilbao ont été inclus, la dose de prednisone maximale et à 6 mois était plus élevée à Bordeaux et le nombre de bolus de corticoïdes était 3 fois plus élevé et l'hydroxychloroquine était utilisée par tous les patients à Bilbao. Les patients de Bilbao atteignaient plus souvent la rémission complète et le nombre de bolus était associé à cette rémission et avaient un risque également inférieur de présenter des effets indésirables liés aux corticoïdes. En conclusion, le protocole de Bilbao améliore l'issue de la néphrite lupique du fait des bolus répétés de corticoïdes. Bonjour à tous, je vais vous présenter en 2 minutes le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, qui est une étude de prévalence de la parodontite chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire systémique à prédominance rhumatismale. Une association entre cette pathologie et la parodontite, affection des tissus de soutien de la dent d'origine infectieuse, a été évoquée, du fait de la fréquence plus importante de l'épitope partagé HLA-DRB1 ou bien encore des mécanismes de destruction tissulaire similaires. De plus, les anticorps antiprotéines citrulinées, anticorps spécifiques de la polyarthrite, sont générés par une enzyme, la peptidylarginine désaminase, enzyme retrouvée chez l'homme, mais également chez une bactérie, Porphyromonas gingivalis, bactérie impliquée dans la parodontite. Ainsi, la maladie parodontale est susceptible d'être plus importante et plus sévère chez les patients ayant une polyarthrite,
et contribuer à l'activité de cette pathologie, d'où la nécessité de la dépister. Nous avons alors mené une étude transversale monocentrique dans le département de rhumatologie du CHU de Bordeaux, ayant pour objectif d'estimer la prévalence de la parodontite et sa sévérité chez les patients ayant une polyarthrite et d'estimer l'acceptabilité du bilan parodontal dans cette population. Parmi les 162 sujets éligibles à notre étude, 109 ont été inclus. L'acceptabilité du bilan parodontal a été alors estimée à 78%. Notre échantillon comptait 78% de femmes avec un âge moyen de 60,2 ans. Le score DAS28-VS, score mesurant l'activité de la polyarthrite, était de 3,2. La prévalence de la parodontite a été estimée à 83,5 et celle de la parodontite sévère à 23,9%, alors qu'une étude menée en population générale française montrait que cette prévalence s'élevait à 2%. Ainsi, notre étude souligne l'importance de la mise en place des mesures de prévention et de prise en charge de la parodontite chez des sujets ayant une polyarthrite rhumatoïde, notamment des actions de dépistage, d'autant plus que le bilan parodontal apparaît comme étant bien accepté dans cette population. Merci pour votre attention. Vous voyez ce cas? C'est typiquement un échec de traitement endodontique par voie orthograde. Et bien pour sauver la dent, nous avons la microchirurgie endodontique. La qualité d'obturation étant déterminante dans le succès de la microchirurgie, tout l'enjeu de ma thèse a été d'identifier parmi tous les matériaux sur le marché le candidat idéal qui fournirait des rétroobturations de qualité tout en étant compatible avec une utilisation en milieu buccal. Pour ce faire, nous avons sélectionné 30 dents monoradiculées qui ont été rétro-préparées sur 3, 6 et 9 mm de profondeur, puis rétro-obturées à l'aide de 3 matériaux. Un eugénate modifié, l'IRM et 2 biocéramiques, un MTA, le MTA CAPS, et un RRM, le Total Field Putty. Ça a suivi une phase d'observation microscopique et radiographique qui nous ont permis, après traitement d'image, d'obtenir des aires totales d'obturation ainsi que des aires de défaut d'obturation. En ce qui concerne les résultats, nous avons d'abord regardé les temps de manipulation. Le Total Field présente les temps de manipulation les plus courts. Ensuite, nous avons regardé les qualités d'obturation sur 9 puis 4 mm. Nous nous sommes aperçus que sur 9 mm, quel que soit le matériau, nous pouvions avoir des défauts d'obturation. Ensuite, au niveau statistique, nous avons vu que le Total Field présentait les meilleurs résultats en termes de qualité, et ceci au niveau microscopique, mais aussi au niveau radiographique. Nous nous sommes focalisés ensuite sur les 4 derniers millimètres apicaux, car ils sont nécessaires pour garantir une herméticité du système. Nous avons cartographié les défauts d'obturation en fonction de la profondeur de coupe, et nous avons identifié les défauts d'obturation du TF uniquement sur les 4 premiers millimètres. Nous avons ensuite conforté ces résultats avec l'analyse statistique qui nous a montré que les 4 derniers millimètres étaient exempts de défauts d'obturation, et ceci pour tous les échantillons obturés au Total Field. Enfin, nous avons vu que les résultats microscopiques et radiographiques étaient similaires, ce qui rassure le clinicien quant à son pronostic sur la qualité de sa microchirurgie. Pour conclure, nous affirmons que le Total Field est un matériau de la classe des RRM qui peut être utilisé en microchirurgie endodontique, et ceci car c'est un matériau prêt à l'emploi, manipulable en milieu humide et qui garantit un bouchon hermétique sur les 4 derniers millimètres. Et maintenant vous saurez, l'extraction n'est plus automatique, il y a la microchirurgie endodontique. Bonjour, je m'appelle Mathilde Fénelon et je suis assistante hospitalo-universitaire en chirurgie orale à l'université et à l'hôpital de Bordeaux. La membrane amniotique est la partie la plus interne du placenta. Saviez-vous qu'en France, il s'agit du 3e tissu humain le plus souvent greffé? En effet, la membrane amniotique est un tissu abondant dont l'obtention est simple puisqu'elle est considérée comme un déchet opératoire après l'accouchement. La membrane amniotique possède des propriétés anti-inflammatoires, antifibrotiques et elle sécrète des facteurs de croissance. Du fait de ses nombreuses propriétés biologiques, elle est déjà couramment utilisée dans certaines spécialités médicales comme pansement biologique pour la cicatrisation. Depuis quelques années, l'étude de la membrane amniotique comme membrane guidant la cicatrisation des tissus de la cavité buccale est devenue incontournable. Ainsi, l'objectif de cette thèse était de répertorier les applications cliniques de la membrane amniotique en chirurgie orale. Pour cela, nous avons réalisé une revue systématique de la littérature à partir de 2 bases de données. Les articles inclus devaient être des études in vivo réalisées chez l'animal ou chez l'homme et portant sur l'apport de la membrane amniotique en chirurgie orale. Cette étude nous a permis d'inclure 33 articles, dont 20 étaient des études cliniques menées chez l'homme, et nous avons pu identifier 5 applications. Il s'agissait de la chirurgie parodontale, la chirurgie reconstructrice après exérèse tumorale, la chirurgie des séquelles de fente, la chirurgie préprothétique et la chirurgie périimplantaire. Par ailleurs,
Les auteurs ont rapporté une accélération de la cicatrisation en présence de la membrane amniotique, ainsi qu'un effet antalgique de celle-ci. Ces dernières années, on a pu observer un réel engouement concernant l'apport de la membrane amniotique pour la cicatrisation tissulaire, rendant son étude incontournable en chirurgie orale. Bien que le niveau de preuve des articles inclus reste faible, les propriétés biologiques et mécaniques de la membrane amniotique en font un biomatériau de choix, avec de nombreuses perspectives cliniques. Je vous remercie. Vous l'avez vu passer, c'était un moustique tigre, on l'appelle aussi Aedes albopictus. Ce moustique s'est installé en France métropolitaine en 2004 et depuis il est présent dans une trentaine de départements dont la Gironde. Aedes albopictus peut être le vecteur de certains virus et notamment du virus chikungunya. Et ce virus n'est pas inoffensif, il a récemment causé d'importantes épidémies et nous avons notamment tous en tête la sévère épidémie de l'île de la Réunion en 2005-2006 où un tiers de la population de l'île a été infectée. C'est depuis cette épidémie que le monde médical s'est intéressé de plus près à cette maladie infectieuse appelée chikungunya. Pourquoi ? Parce qu'il a été mis en évidence des formes cliniques sévères, faisant du chikungunya une maladie certes le plus souvent bénigne, mais potentiellement mortelle. Depuis, le chikungunya est considéré comme un problème actuel de santé publique dans les régions tropicales où il sévit régulièrement, mais également dans des régions tempérées, notamment en France métropolitaine, puisque vous venez d'en être les témoins, le moustique vecteur est présent sur notre territoire. Étant donné qu'il n'existe pas encore de traitement ou de vaccin efficace, l'objectif de mon travail était de mettre en place un système cellulaire non infectieux permettant l'étude du cycle viral qui présente encore à l'heure actuelle quelques zones d'ombre. Le but ultime étant de tester grâce à cet outil des molécules potentiellement inhibitrices du cycle viral. Après plusieurs approches testées, nous sommes parvenus à mettre en place cet outil biologiquement sûr et donc facile à manipuler. Cet outil, appelé réplicon du virus chikungunya, correspond à une version non infectieuse du virus. Il ne peut donc tout seul ni entrer ni sortir des cellules dans lesquelles il est cultivé. Par contre, tout comme le génome viral intègre, c'est un ARN à réplication autonome. Faute de moyens, nous n'avons pas pu aller jusqu'à notre but ultime qui était de tester des molécules potentiellement inhibitrices, mais il est fort probable que ce travail connaisse un second chapitre. Merci.